Météo France a affiné ses prévisions pour les 2 mois à venir et se dessine donc un été globalement très chaud et peu humide. Plus chaud que la normale, c'est les 3 mois même, c'est juillet, août, septembre, c'est vraiment pour ces 3 prochains mois. Et donc, suivant les prévisions, vous voyez déjà samedi, il va faire très chaud, on parlait du pic de chaleur qui arrive samedi, 37 degrés attendu pour Bordeaux. Et donc, voici la prévision saisonnière de Météo France pour ces mois de juillet, août, septembre, avec la chaleur qui serait un petit peu plus forte que la normale sur la moitié nord. Ce serait proche de la normale, c'est à prendre avec des pincettes malgré tout. C'est une tendance sur les 3 mois, donc c'est en moyenne sur ces 3 mois, ce sera au-dessus de la normale pour la moitié nord, dans la normale au sud. Et du point de vue des précipitations, eh bien, on devrait là aussi être plutôt proche de la normale sur la moitié sud et plutôt avoir un temps sec sur la moitié nord. Mois de juillet, plus chaud que le mois d'août ? Ça reste à voir, ça reste encore très difficile. Mais c'est ce que dit aussi le mois de juillet s'annonce assez chaud, puisqu'on va commencer déjà avec des températures supérieures aux moyennes la semaine prochaine, avec un peu d'orage. Oui. Une nouvelle semaine très ensoleillée, la deuxième semaine de juillet, où il fera très chaud et où ce sera très ensoleillé. La suite, ça reste quand même beaucoup plus flou dans l'ordre chronologique. Alors vous dites, Christophe, qu'il faut prendre tout ça évidemment avec précaution. Il n'empêche, il y a une tendance lourde qui fait que les étés sont de plus en plus chauds. Ça, c'est indéniable. Avec le réchauffement climatique, indéniablement, on a des étés de plus en plus chauds. La moyenne, quand on parle de moyenne, c'est sur les 30 dernières années. Et forcément, tous les ans, eh bien, on gagne quelques degrés. Ce qui paraît étonnant sur la carte, c'est la masse d'air très chaud qui est sur l'est de l'Europe et non plus sur le sud. Ça fait partie des tendances fortes ? Dans cette prévision, il y a ça. Et effectivement, on voit que le réchauffement des continents est plus important que le réchauffement des océans, des zones côtières. Fabio, on a eu un printemps assez atypique avec beaucoup d'humidité. Est-ce que ça peut avoir de l'incidence sur l'été que l'on va connaître ? Oui. Ce qu'on sait des études qu'on a fait après 2003, qui était un peu un choc, donc tout le monde s'est mis à étudier ça, et on a découvert qu'effectivement la précipitation de la fin du printemps a un impact sur l'été, effectivement sur la probabilité d'avoir des canicules. Ah, ça, c'est intéressant. Donc si les sols sont humides, il y a moins de probabilité d'avoir des canicules. Comment on explique ça ? Parce que le sol humide évapore face à la chaleur. Des ponts, et donc, un peu comme quand on jette de l'eau sur sa terrasse pour rafraîchir, c'est un peu le même effet, sauf que les sols peuvent avoir beaucoup d'eau, donc et ils ont une mémoire très longue. Pour les assécher, il faut du temps. On rappelle la définition de la canicule, Christophe, parce que là aussi on parle de mots et chaque mot a sa définition. Canicule, c'est lorsque 3 jours consécutivement, la température atteint un seuil, c'est différent pour chaque département, un seuil l'après-midi, et lorsque la nuit, la température ne baisse pas sous une telle température, généralement c'est à peu près 20 et 33 degrés les seuils. Jean-Louis Caffi, est-ce qu'on a notre société à anticiper cette évolution ? Je pose cette question parce qu'il y a quelques jours, dans première édition, nous évoquions la végétalisation des immeubles dans un quartier de Lyon pour conserver la fraîcheur, l'humidité. C'est une tendance, un réflexe que l'on commence à avoir, architecturalement parlant. Oui, en tout cas, dans la réflexion des urbanistes et des architectes, c'est extrêmement présent. Pourquoi en ville ? Il faut éviter ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Il se trouve que le béton, tout ce qui est minéral, accumule la chaleur dans la journée, et cette chaleur, elle est restituée la nuit, ce qui peut provoquer des épisodes de canicule, comme l'évoquait Christophe à l'instant. Donc on essaie de trouver des solutions. Mais c'est un pis-aller. C'est pour lutter contre la conséquence. Il faudrait anticiper d'autres choses, notamment lutter contre le réchauffement climatique d'une manière plus volontaire. Et ça, pour le moment, on ne le fait absolument pas. Les derniers chiffres sont catastrophiques. Alors, on ne le fait absolument pas ou disons que ce n'est pas encore mesurable. Non, on ne le fait pas. Tenez, prenez un exemple. Voyage d'Édouard Philippe en Chine. Je regarde ce qui se passe, je regarde les chiffres quand même. Les chiffres des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Petite pause en 2016-2015, c'est reparti à la hausse en 2017, alors qu'il faudrait baisser ces émissions de 2,5% par an depuis 2015 pour tenter d'atteindre les 2 degrés de hausse. On n'y est pas du tout. L'Agence internationale de l'énergie disait la semaine dernière, attention, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer à augmenter au moins jusqu'en 2040. Ça, c'est la réalité des chiffres. Mais regardez le voyage d'Édouard Philippe en Chine. La France est le champion du monde de la lutte contre le réchauffement climatique. 2 éléments à retirer de ce voyage. On va vendre davantage d'Airbus. C'est pas bon pour le climat, et on va réexporter vers la Chine la viande de bœuf, qui est aussi la manière de s'alimenter la plus émettrice de gaz à effet de serre. On a complètement du mal à faire le lien entre climat, lutte contre le réchauffement et développement économique. Et puis il y a un autre paramètre dont on parle finalement peu, ce sont les réfugiés climatiques, ce sont les habitants qui sont obligés de quitter leur pays à cause du climat.
C'est quelque chose que vous étudiez, ça aussi? Pas moi particulièrement, et c'est quelque chose qui commence à être étudié. C'est très difficile à le faire, parce qu'on a accès à des données qui sont très difficiles à recueillir. Et qui sont il n'y a pas que les migrants politiques, il y a de plus en plus de migrants climatiques. Bien sûr. Et on fait face à une difficulté de définition. Mais il commence à y avoir des études. Notamment, j'ai vu une étude sur la Syrie. Et qui, donc, la révolution en Syrie, au tout début, avait été précédée par une période de sécheresse qui avait changé les prix du blé, typiquement. Et donc, on pense que ça a eu un effet. Après, dans quelle mesure il faut l'établir, c'est pas la seule cause, évidemment. C'est vrai pour l'ensemble de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Dans tous les pays où il y avait des manifestations, il n'y avait pas seulement des cris « on a faim de liberté, soif de démocratie », on a faim tout court et le prix du blé est trop cher. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement une sécheresse qui a perturbé les récoltes. Mais on sait que toutes les modélisations sur le climat prévoient un stress hydrique très important sur le bassin méditerranéen. Que va-t-il se passer quand on ne pourra pas faire pousser du blé dans tout le Maghreb, quand on ne pourra pas faire pousser grand-chose en Afrique subsaharienne? Il faut dès maintenant se poser la question et s'y préparer, parce qu'on se prépare quand même à des situations qui sont catastrophiques. On le dit depuis longtemps. 2003, canicule, 20 000 morts en France. On a dit dès ce moment-là, attention, cet épisode va être la norme dans 30, 40 ans, à la moitié du siècle environ. J'ai l'impression qu'on y arrive un petit peu plus vite. Est-ce que la situation... Enfin, c'est une question aussi qu'on pose régulièrement à chaque fois qu'on évoque ce sujet-là, mais quand cette situation deviendra irréversible, selon vous, Fabio? Oui. Alors, disons que l'émission de gaz à effet de serre, si on l'interrompt, les gaz restent dans l'atmosphère pendant des dizaines d'années. Effet d'inertie de combien de temps? Un siècle pour le CO2, moins pour le méthane, mais qui est beaucoup plus puissant. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est que la production de CO2 ne s'est jamais arrêtée et a suivi toujours très bien le scénario qu'on appelait business as usual, c'est-à-dire aucune politique de réduction. Le pire on a très scénario bien du prévu ça dans les dernières 20 ans. Bon, ben on pensait terminer première édition sur une note d'optimisme. On va pas y arriver une nouvelle fois. Mais si, mais il faut On a compris avec Paris, l'accord de Paris, qu'il y avait un état d'urgence. Il faut maintenant passer à la mobilisation générale. On n'y est pas du tout. Mais je pense qu'avec ce genre d'épisode à répétition, on va peut-être pouvoir faire bouger les choses. Notamment créer une taxe carbone, qui est sur le plan économique la manière la plus sûre de baisser les émissions de gaz à effet de serre. À condition que tout ça, évidemment, soit réversible. Merci d'être venu ce matin sur ce plateau de première édition.